Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Logiciel Songé. Dans cette deuxième vidéo, nous allons aborder le mot-clé Yield, son fonctionnement et surtout son utilité. Par la bande, nous toucherons également au patron de conception itérateur. Cette vidéo sera un peu différente de la première. Il y aura 2 exemples principaux au lieu de 4, mais nous allons prendre le temps de faire évoluer une approche progressivement. En particulier, avec le premier exemple, nous ferons évoluer à travers plusieurs versions, exemple 1A, 1B, 1C, 1D et 1E. Cela va nous permettre de voir comment un design peut évoluer naturellement jusqu'à ce que l'utilisation de yield devienne presque évidente. Parce que yield est souvent présenté comme un simple mot-clé, mais en pratique, il devient vraiment intéressant lorsqu'on comprend le problème qu'il vient résoudre. Et c'est exactement ce que nous allons faire ici. Partir d'une approche simple, puis faire évoluer l'exemple étape par étape. Commençons par l'exemple 1A. Pour ce premier exemple, nous allons travailler avec quelque chose de très simple, des suites de nombres. Nous allons travailler avec 3 suites en parallèle. J'aurais pu choisir n'importe quelle suite, mais pour cet exemple, j'ai choisi la suite de Fibonacci, la suite des nombres premiers et la suite des carrés parfaits. Le but est de volontairement couvrir plusieurs suites en parallèle afin de pouvoir discuter au fil de l'eau de différents enjeux supplémentaires. Par exemple, la duplication du code, et aussi comment ce code peut être simplifié sous différents angles. Cela va également me permettre d'introduire de nouveaux concepts et de réutiliser certains concepts que nous avons déjà vus. Ces suites vont simplement nous servir de prétexte pour observer comment on produit et on consomme une séquence de valeurs. Dans l'exemple A, nous allons commencer avec une approche très directe. Une seule case qui génère les nombres, les affiche, donc gère l'exécution dans son ensemble. C'est simple, tout est au même endroit. C'est souvent comme ça lorsqu'on commence à programmer. On écrit un prototype très rapide où on implémente simplement une solution sans forcément prendre le temps de faire une conception détaillée. Regardons maintenant en détail exemple 1A. Pour commencer, passons en revue simplement le corps d'une des 3 méthodes. Les 2 autres fonctionnent exactement sur le même principe, seule la logique qui permet de produire le prochain nombre change. Je vais donc prendre la suite de Fibonacci comme exemple. En haut de la méthode, on commence par définir quelques variables. Compte, qui représente le nombre de valeurs que l'on souhaite produire, et current index, qui sert simplement à compter combien de valeurs on a déjà générées. Ensuite, on initialise 2 variables, last number et current number. Ce sont elles qui vont nous permettre de calculer la suite de Fibonacci. Puis vient le temps de la boucle while, qui va s'exécuter tant que nous n'avons pas atteint le nombre de valeurs désirées. À l'intérieur de cette boucle, on peut pratiquement distinguer les 2 rôles principaux de la méthode dans son ensemble, soit la consommation et la génération des nombres. D'un côté, on a la logique qui produit le prochain nombre de la suite, et de l'autre, la logique qui utilise ce nombre, ici simplement pour l'afficher. Pour les besoins de l'exemple, on a gardé la consommation à l'affichage. On peut imaginer qu'à la place de cet affichage très simple, la consommation se traduise par un traitement beaucoup plus important. Par exemple, cela pourrait être plusieurs centaines de lignes de code réparties dans un pipeline de traitement assez conséquent. L'affichage ici est donc simplement une façon de représenter la consommation du résultat, mais dans un contexte réel, cette partie pourrait être beaucoup plus complexe. Petite parenthèse, plus on va progresser vers des concepts de plus en plus avancés, au fil des vidéos, vous allez m'entendre parler de plus en plus souvent des rôles joués par les différentes classes et les différents composants. On va également revenir régulièrement sur l'idée de séparation des rôles ou séparation des responsabilités. C'est des concepts très importants qui permettent de rendre le code plus clair, plus flexible et plus facile à faire évoluer. Prenons quand même un instant pour repérer rapidement les portions de génération et de consommation dans les 2 autres méthodes qui traitent les autres suites. Vous allez voir que la structure est pratiquement identique, seule la logique qui produit le prochain nombre change. Premièrement, allons voir la génération des nombres premiers. Donc on peut voir la portion de travail et la portion de génération. Même chose maintenant pour les nombres carrés. Donc on peut voir la portion de génération et la portion de travail. Je désire également profiter de cette vidéo pour introduire le UML, et plus particulièrement les diagrammes de classe. Regardons donc
le diagramme de classe pour l'exemple 1A. On peut voir ici qu'il n'y a qu'une seule classe, exemple 1A, et les 3 méthodes que nous avons parcourues précédemment. Le petit plus en avant de chacune des méthodes indique que ce sont des méthodes publiques. Il n'y a pas de paramètres dans chacune de ces méthodes. Et le type de retour est void, donc il n'y a pas de type de retour à proprement parler. Avant de passer à l'exemple 1B, exécutons la suite de Fibonacci pour voir ce que ça donne. On voit que cela fonctionne correctement. Les 10 premiers nombres de la suite s'affichent. Pour l'exemple 1B, nous allons commencer à séparer un peu les rôles que nous avons identifiés dans l'exemple précédent. Dans l'exemple 1A, une seule classe s'occupait à la fois de générer les nombres et de les consommer. Dans l'exemple 1B, nous allons effectuer un premier refactoring pour diviser ces responsabilités. Pour limiter le nombre de rôles joués par une seule classe, nous allons encapsuler la génération des nombres en la déléguant à une classe dédiée. Une première partie sera responsable d'ordonnancer les appels et d'effectuer le traitement sur les nombres reçus. Ce sera la tâche de exemple 1B execution. Une seconde partie, exemple 1B generation, sera seulement responsable de générer les nombres. Autrement dit, la classe de génération produit les nombres, la classe d'exécution décide quoi faire avec ces nombres. Le comportement global reste exactement le même, mais le code devient un peu mieux structuré, et les rôles sont maintenant plus clairement séparés. C'est une première application du principe de séparation des responsabilités. Voyons ce que cela donne maintenant au niveau UML. On peut voir que nous avons maintenant 2 classes, chacune avec une responsabilité clairement définie. Pour l'exemple 1C, nous allons poursuivre l'évolution commencée dans exemple 1B. Dans l'exemple précédent, nous avons encapsulé la génération des nombres dans une classe dédiée et nous avons appliqué une première forme de séparation des responsabilités. La génération et la consommation des nombres sont maintenant dans 2 classes distinctes. Cependant, si on observe un peu plus attentivement le code, un nouveau problème apparaît. Pour l'instant, la génération repose sur un paramètre count qui détermine combien de valeurs doivent être produites. Mais dans certains cas, ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Par exemple, si on veut générer les nombres jusqu'à dépasser 5000 sans savoir combien il en faudra, que fait-on? Une approche potentielle serait alors d'introduire des méthodes comme generate Fibonacci until greater than, generate prime number until greater than et generate square number until greater than. On se retrouve donc avec une nouvelle méthode spécialisée dans le générateur qui ajoute simplement une condition d'arrêt différente. Voici plusieurs inconvénients de cette approche. 1. Ajouter une méthode pour chaque condition de sortie. On se retrouve rapidement avec une multiplication des méthodes. Dans notre cas, la classe de génération contient maintenant 6 méthodes. Chaque suite doit maintenant générer plusieurs variantes de génération. Et cela nous amène à un deuxième problème. Que se passe-t-il si on veut se rendre à 3 millions d'entrées, à 3 milliards d'entrées, ou même à 3 trillions d'entrées? Même si cela pouvait tenir en mémoire sans problème, il y aurait un aspect à considérer. On pourrait vouloir traiter les valeurs au fur et à mesure qu'elles sont produites. Dans notre exemple, ce traitement se limite simplement à afficher le nombre à l'utilisateur. Mais on peut très bien imaginer un contexte où ce traitement serait beaucoup plus important. Par exemple, imaginons que la génération de chaque chiffre prenne plusieurs secondes. Si l'on devait attendre la génération de 3 milliards de valeurs avant de pouvoir présenter le premier chiffre à l'utilisateur, il risquerait peut-être de s'impatienter un peu. Dans ce genre de situation, il devient intéressant de pouvoir produire une valeur, la traiter immédiatement, puis passer à la suivante. Malgré le fait que les suites présentées ici soient relativement simples, générer chaque nombre ne prend qu'une très petite fraction de seconde, l'accumulation de ces fractions de seconde peut rapidement devenir significative lorsque l'on parle de millions ou de milliards d'entrées.
Il y a aussi une autre dimension qui peut nous éloigner encore davantage de cette instantanéité. Le temps de calcul nécessaire pour obtenir la prochaine valeur. On peut très bien imaginer une série, ou plus généralement un algorithme, pour lequel produire la valeur suivante demande beaucoup plus de calcul. Dans ce type de situation, il devient particulièrement intéressant de pouvoir traiter les valeurs à mesure qu'elles sont produites. Une façon de faire serait de ramener la génération dans la même classe que la consommation. Mais dans ce cas, nous tournerions un peu en rond puisque nous perdrions le découplage et la séparation des rôles que nous avons justement cherché à introduire dans l'exemple 1b. Autrement dit, nous reviendrions à une approche très proche de l'exemple 1a, où la génération et la consommation sont à nouveau mélangées dans la même classe. Définissons artificiellement le temps de génération à 1 seconde et affichons les 10 premiers nombres premiers pour voir ce que cela donne. Vous êtes-vous impatienté? Peut-être pas, mais imaginez que nous voulions afficher les 100 premiers nombres premiers, ou les 1000 premiers, ou même les 100 000 premiers. De toute évidence, pour supporter nos contraintes, nous avons donc besoin d'une approche qui nous permette à la fois de conserver la séparation des responsabilités et de produire les valeurs progressivement. Avant d'aller voir comment on résout ce problème, prenons un instant pour observer comment l'itération est effectuée de façon hermétique jusqu'à atteindre le compteur dans le générateur, avant que l'ensemble de la liste soit retourné d'un seul coup et que le premier nombre soit même affiché. Afin de voir ça, nous allons enlever la seconde d'attente afin de simplifier et de réduire le temps d'exécution. Nous allons utiliser la suite des nombres carrés pour démontrer cela. Portez attention au fait que l'exécution est strictement confinée à la méthode GenerateSquareNumber, tant que les 10 premiers nombres ne sont pas générés. C'est seulement après cela que nous faisons un premier et un seul retour de la liste complète à la méthode qui nous a appelés. Donc, c'est pour ça que ça prend un nombre de temps conséquent avant que le premier nombre soit affiché si chacun des nombres prend 1 seconde à être généré. Pour l'exemple 1D, nous allons introduire un outil du langage qui va nous permettre de résoudre plusieurs des problèmes que nous venons d'identifier. L'idée est de pouvoir produire les valeurs progressivement au moment où elles sont demandées, plutôt que de devoir générer toute la séquence à l'avance. Pour y arriver, nous allons utiliser le mot-clé yield, le sujet même de cette vidéo. Ce mot-clé permet d'écrire une méthode qui ne retourne plus simplement une collection complète, mais plutôt une séquence de valeurs que l'on peut parcourir à mesure. Autrement dit, la méthode devient une sorte de producteur de valeurs. Pour permettre cela, nous allons également faire évoluer le type de retour de nos méthodes. Jusqu'à maintenant, nos méthodes retournaient une liste de int. Une liste de int représente une collection concrète où toutes les valeurs sont déjà connues et stockées en mémoire. Mais dans notre cas, ce que nous voulons représenter n'est vraiment pas une collection complète. En réalité, notre séquence peut être potentiellement infinie. Et une liste infinie, ça ne fonctionne pas très bien en mémoire. Ce que nous voulons plutôt représenter ici, c'est une suite de valeurs que l'on peut parcourir potentiellement sans connaître sa taille à l'avance. C'est exactement ce que représente i énumérable de t, comme i énumérable de int dans notre cas. Une liste est d'ailleurs elle-même un i énumérable, mais à un niveau de spécialisation plus élevé. Comme il s'agit d'une séquence finie, list a quand même des méthodes
qui ne sont pas existantes dans IEnumérable, comme count ou add, qui ne font pas de sens pour une séquence potentiellement infinie. IEnumérable représente simplement la capacité de parcourir une séquence de valeurs. Regardons maintenant le générateur dans exemple 1D. La première chose que l'on remarque est que le type de retour a changé. La méthode retourne maintenant IEnumérable de int. Et à l'intérieur de la boucle, au lieu d'ajouter les valeurs dans une liste, nous utilisons yieldReturn. yieldReturn last number. À ce moment précis, lors de l'exécution, il se passe quelque chose de particulier. La méthode retourne immédiatement la valeur au consommateur, puis suspend son exécution à cet emplacement. Elle reprendra exactement au même endroit lorsque la prochaine valeur sera demandée. Pour bien comprendre ce comportement, regardons ce qui se passe pendant l'exécution. Dans la classe d'exécution, nous utilisons simplement une boucle for each. For each var number in generator.generate Fibonacci par exemple. Puis nous affichons les nombres. Ce qui est intéressant ici, c'est que la génération et la consommation vont maintenant alterner. Le for each va demander une valeur, le générateur produit une valeur avec yieldReturn, la valeur est immédiatement retournée, puis consommée dans la boucle. Ensuite, le for each demande la valeur suivante et le générateur reprend exactement là où il s'était arrêté. On obtient donc un cycle qui ressemble à ceci. Génération, consommation. Génération, consommation. Génération, consommation. Au lieu de génération, 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 consommation, consommation, consommation. Grâce à ce comportement, une autre chose intéressante devient possible. La condition d'arrêt n'a plus besoin d'être dans le générateur. Elle peut maintenant être placée dans l'exécuteur. Par exemple, nous pouvons simplement arrêter l'exécution lorsque la valeur dépasse 5000. Dans ce cas, le générateur continue simplement à produire la séquence et c'est l'exécuteur qui décide quand s'arrêter. Cela nous permet donc de supprimer les méthodes spécialisées que nous avions introduites en 1C. Nous revenons ainsi à 3 méthodes de génération. Generate Fibonacci, Generate Prime Number, Generate Square Number. La logique de génération reste simple et générique, tandis que les règles de consommation peuvent être décidées à l'exécution. Nous avons mis 1 seconde d'attente entre chaque génération, comme pour 1C, mais voyons comment l'alternance permise par yield va permettre d'afficher les nombres un après l'autre à chaque seconde. Déboguons pour voir cette alternance de plus près. Ici, nous pouvons voir que nous rentrons dans la génération. Et dès qu'on va atteindre le yieldReturn, nous allons sortir de cette méthode pour retourner le premier nombre. Comme nous pouvons voir ici. Et à chaque itération du for each, nous poursuivons où nous avions laissé dans la génération. Encore une fois, on sort de la méthode qui, à l'itération suivante, reprendra où elle avait laissé encore une fois. Accélérons. Et maintenant que nous manipulons des énumérables, nous pouvons aller encore un peu plus loin. C'est justement ce que nous allons voir dans l'exemple 1E. Dans l'exemple 1D, nous avons introduit yield et fait évoluer nos méthodes pour retourner IEnumérable de int. Grâce à cela, la génération des valeurs est maintenant progressive et la condition d'arrêt peut être décidée du côté de l'exécution. Dans l'exemple précédent, nous avions exprimé cette condition avec un simple test
sur la valeur produite. Mais maintenant que nous manipulons un énumérable, une autre option devient possible. Nous pouvons utiliser LINQ pour exprimer cette logique directement comme une transformation de la séquence. Par exemple, nous pouvons utiliser TakeWhile pour arrêter l'énumération lorsqu'une condition n'est plus satisfaite. Regardons ce que cela donne. Dans cet exemple, nous avons simplement composé une opération supplémentaire sur la séquence. On peut voir cela comme une sorte de pipeline. Génération, limitation, consommation. Le générateur produit les valeurs. L'opération TakeWhile décide jusqu'où la séquence doit continuer. Et la boucle ForEach consomme les valeurs une à une. L'avantage de cette approche est que le générateur reste simple et générique, tandis que les règles de traitement peuvent être composées dynamiquement au moment de l'exécution. Et comme LINQ fonctionne lui aussi avec une énumération paresseuse, les valeurs continuent d'être produites et consommées progressivement, exactement comme dans l'exemple 1D. Chaque valeur suit donc maintenant ce cycle: génération, transformation, consommation. Ce qui nous donne une approche très flexible tout en conservant le découplage entre la génération et le traitement. Dans la suite, nous allons pousser cette idée un peu plus loin en introduisant une abstraction pour le générateur, afin de pouvoir injecter dynamiquement différentes suites de nombres. Nous allons maintenant regarder exemple 1, extra 1. Comme son nom l'indique, cet exemple est un peu en dehors du sujet principal de la vidéo. Il n'est absolument pas nécessaire d'aller jusque-là pour utiliser Yield correctement. Mais puisque nous avons déjà mis en place une trame narrative qui fait évoluer progressivement notre conception, je vais en profiter pour saisir l'occasion d'aller un peu plus loin et explorer quelques concepts adjacents et complémentaires. L'objectif n'est donc plus seulement de comprendre Yield, mais aussi de voir comment les idées que nous avons introduites dans les exemples précédents peuvent continuer à faire évoluer la conception du code. Si l'on regarde maintenant les exemples précédents, un détail apparaît dans la classe d'exécution. Nous avions plusieurs méthodes très similaires. Une exécution pour Fibonacci, une pour l'exécution des nombres premiers et une pour les nombres carrés parfaits. La seule chose qui change réellement entre ces méthodes, c'est la suite de nombres utilisés. Autrement dit, la logique d'exécution, c'est-à-dire le travail effectué avec ces nombres, qui pourrait représenter plusieurs lignes de code ou même un pipeline de traitement complet, reste pratiquement identique. Seule la source de la séquence change. Nous pouvons donc appliquer un autre principe important d'ingénierie logicielle, l'abstraction. Au lieu d'avoir 3 méthodes d'exécution, chacune dépendant d'un générateur spécifique, nous allons introduire une interface représentant un générateur de série. Cette interface va simplement définir la capacité de produire une séquence de nombres. L'interface iSeriesGenerator va permettre de générer, grâce à la méthode generate, un énumérable de int. Ce sera sa seule méthode. Chaque générateur peut maintenant implémenter cette interface. Par exemple, pour la suite de Fibonacci, nous pouvons voir l'implémentation de l'interface, donc l'implémentation de la méthode generate. La classe d'exécution peut maintenant dépendre de l'interface plutôt qu'un d'un générateur spécifique. La logique d'exécution est maintenant centralisée dans une seule méthode. Nous passons donc de 3 méthodes d'exécution à une seule, et le travail effectué sur les nombres n'est plus répété, limitant ainsi la duplication et les efforts de maintenance. La seule chose qui change désormais est l'implémentation du générateur. Autrement dit, nous avons maintenant un système où la génération devient interchangeable, tandis que l'exécution reste stable. Un autre détail intéressant à noter est que l'instanciation du générateur concret se fait actuellement à l'extérieur de l'exécuteur. Ici, nous avons décidé d'injecter le générateur, mais cela implique que l'appelant connaisse les classes concrètes de générateur, ce qui n'est pas forcément idéal pour l'encapsulation et le découplage.
Il pourrait tout de même l'avoir instancié en ayant eu recours à une factory ou à l'injection de dépendance, mais cela reste une décision de conception qui peut être discutée. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Dans un cas réel, d'autres approches pourraient être utilisées pour encapsuler ce choix. Utiliser un enum pour représenter les différentes suites et utiliser une factory à l'intérieur de l'exécuteur pourrait en être une. L'objectif global est toujours d'encapsuler la création des générateurs afin de limiter la prolifération des dépendances concrètes dans le reste du système. Nous pourrions alors considérer dans le flux principal le générateur comme une boîte noire dont on ne connaît que l'interface. Avant de passer à la suite, regardons maintenant le diagramme UML correspondant à exemple 1, extra 1. Dans ce diagramme, nous pouvons maintenant visualiser clairement la relation entre l'exécuteur, l'interface et les générateurs concrets, ainsi que la séparation des rôles que nous avons progressivement introduits au fil des exemples. Remarquez également qu'il n'y a qu'une seule méthode dans l'exécuteur, soit execute. Nous allons maintenant regarder exemple 1, extra 2. Comme pour exemple 1, extra 1, il s'agit d'un exemple complémentaire. Encore une fois, il n'est absolument pas nécessaire d'aller jusque-là pour utiliser yield correctement. Mais puisque nous avons déjà introduit plusieurs concepts comme l'abstraction, énumérable et la séparation des responsabilités, nous allons profiter de cette occasion pour pousser la conception encore un peu plus loin. Et j'aimerais aussi faire une petite mise en contexte ici. Dans la pratique, beaucoup de besoins n'ont pas besoin d'un design aussi flexible. Il est souvent préférable de garder une solution simple, surtout lorsque les exigences sont claires et limitées. Autrement dit, il ne s'agit pas de dire que ce niveau de généralisation est toujours souhaitable. Des principes comme KISS ou YAGNI restent tout à fait pertinents dans la plupart des situations. L'objectif de cet exemple est simplement de montrer que la conception que nous avons construite jusqu'ici laisse de l'espace pour évoluer. Si un besoin plus flexible apparaît plus tard, la structure du code permet déjà d'aller dans cette direction, sans devoir tout recommencer. Autrement dit, il ne s'agit pas de surconcevoir dès le départ, mais plutôt de montrer comment une solution peut évoluer lorsque le besoin se présente. Et il reste important, et c'est même une partie du talent en conception logicielle, d'être capable de trouver le bon niveau de flexibilité. L'objectif n'est pas de rendre le code 2 fois plus flexible que nécessaire, mais plutôt de faire ce qu'il faut, tout en gardant un minimum d'ouverture pour des extensions possibles si le besoin apparaît plus tard. Si l'on revient maintenant à exemple 1, extra 1, nous avions introduit iSeriesGenerator, ce qui nous a permis de centraliser la logique d'exécution. Nous avons passé de 3 méthodes d'exécution à une seule et le travail effectué sur les nombres n'est plus répété. Cependant, si l'on regarde maintenant la méthode execute, 2 éléments restent encore fixés dans l'implémentation. Le travail effectué sur chaque nombre elle-même est fixe. La condition d'arrêt est toujours la même. Autrement dit, même si la génération est maintenant interchangeable, l'exécuteur reste encore spécifique à un type de traitement. Dans certains contextes, on pourrait vouloir réutiliser cet exécuteur avec différents comportements. Par exemple, afficher les nombres, écrire les valeurs dans un fichier, envoyer les données à un service ou les accumuler dans une structure de données. Dans le prochain exemple, nous allons donc rendre ces comportements configurables. Concrètement, nous pouvons représenter ces comportements avec un premier paramètre de type action avec le type générique int pour représenter le travail effectué, un deuxième paramètre func avec les types int et bool pour représenter le critère d'arrêt. L'exécuteur devient complètement générique. Premièrement, nous avons le générateur qui est injecté dans le constructeur, donc ce n'est pas la série utilisée. Puis, lors de l'exécution, on reçoit et l'action à entreprendre avec les chiffres de la série, ainsi que le critère d'arrêt. Pour démontrer cette utilisation, nous allons utiliser la suite des nombres carrés. Nous allons arrêter notre suite avant le premier nombre qui a un 5 aux unités. Voyons cela.
Donc, premièrement, nous pouvons voir que nous avons instancié un Series Executor avec le générateur des nombres carrés injecté dans le constructeur. Par la suite, nous pouvons voir l'action que nous voulons entreprendre. Donc, pour démontrer un peu que c'est ce console-là qui est utilisé, nous avons mis une petite flèche en avant. Finalement, le critère d'arrêt, c'est le nombre retourné modulo 10. Donc, à partir du moment où est-ce que ça va retourner un 5, nous allons arrêter l'exécution. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que nous allons avoir 1, 4, 9 et 16 qui vont s'imprimer. 25 ne s'imprimera pas puisqu'il ne rencontrera pas cette condition-là. Exécutons maintenant. Donc, tel qu'on s'y attendait, nous avons les nombres carrés jusqu'au nombre 16 qui s'affiche à l'écran. Prenons maintenant un instant pour consulter le diagramme UML qui correspond à l'exemple 1, extra 2. Le diagramme permet de visualiser plus clairement la structure que nous venons d'introduire. On peut voir que l'exécuteur dépend maintenant de 3 éléments distincts. Le générateur, le travail à effectuer, sous forme d'action, et une func pour la condition d'arrêt. Chaque composant possède une responsabilité bien définie et peut être remplacé indépendamment des autres. L'exécuteur agit donc simplement comme un orchestrateur de flux de données, tandis que les autres éléments définissent le comportement du traitement. Nous allons maintenant regarder l'exemple 2. Dans l'exemple 1, nous avons utilisé des suites de nombres pour illustrer une première utilité de yield, la possibilité de travailler avec des séquences potentiellement infinies. Dans l'exemple 2, nous allons explorer un autre type de problème auquel yield répond. Ici, la séquence n'est pas forcément infinie, mais chaque entrée peut être très volumineuse. Pour illustrer cela, imaginons un scénario assez courant. Nous devons traiter un grand nombre de fichiers volumineux. Par exemple, plusieurs fichiers PDF, des images de haute résolution ou des documents provenant de systèmes externes. Chaque fichier pourrait représenter des dizaines ou des centaines de mégaoctets. Si nous chargerions tous ces fichiers en mémoire en même temps, nous risquerions rapidement de saturer la mémoire RAM. Une première approche naïve pourrait ressembler à ceci. On charge tous les documents, puis on retourne une collection contenant l'ensemble des documents. Ensuite, dans la partie exécution, nous parcourons simplement cette liste. Le problème avec cette approche est que tous les fichiers sont chargés en mémoire avant même de commencer le traitement. Si nous avons 100 fichiers de 200 MB chacun, nous pourrions facilement dépasser plusieurs gigaoctets en mémoire utilisée. Dans ce type de situation, il devient beaucoup plus intéressant de traiter les fichiers un à un. Autrement dit, charger un fichier, le traiter, passer au suivant. C'est exactement le type de problème que Yield permet de résoudre élégamment. Au lieu de retourner une liste de bytes, nous pouvons retourner un IEnumérable. La méthode devient alors IEnumérable load file. Et dans le for each, on peut voir que le yield retourne les fichiers lus un à un. Avec cette approche, un seul fichier est chargé en mémoire à la fois. Lorsque la boucle for each du consumer demande un élément, le fichier est chargé, il est retourné avec le yield, il est traité, puis on passe au fichier suivant. Autrement dit, on obtient un cycle comme celui-ci. Charger le fichier, traiter le fichier, charger le fichier, traiter le fichier, au lieu de charger fichier, traiter fichier, traiter fichier. Cette approche permet donc de réduire considérablement l'empreinte mémoire tout en conservant un code très simple à utiliser. Et les responsabilités restent divisées. Mais il y a une autre dimension intéressante à ce problème. Dans un système réel, le fichier ne provient pas forcément d'un dossier local. Il pourrait venir d'un FTP, d'un AWS S3 Bucket, d'une base de données, d'une API paginée ou même d'un flux réseau. Autrement dit, la source peut varier et ce qui fait sa beauté. Dans ce contexte, il devient intéressant de représenter cette source sous la forme d'un provider capable de fournir les données une à une et d'isoler la source. Avant de conclure cette vidéo, passons en revue, comme pour la dernière vidéo, les avantages, les inconvénients et les heuristiques à savoir quand est-ce utiliser et quand est-ce éviter d'utiliser Yield.
Donc, pour les avantages, il y a, comme on a pu le voir, la facilité de consommer des données au fur et à mesure qu'elles sont produites. Faciliter également la séparation des rôles et le découplage. La possibilité de gérer des listes volumineuses, voire infinies, de gérer des listes longues à produire. Permet aussi un chargement paresseux. On n'a pas besoin de recourir à un itérateur complet, donc ça simplifie le patron itérateur. Au niveau des inconvénients, on a moins de possibilités d'itérer qu'avec un patron itérateur complet. On pourra voir ça dans une prochaine vidéo plus avancée. Au niveau des heuristiques d'utilisation, quand est-ce l'utiliser? Quand il y a beaucoup ou une possibilité d'infinité de données à consommer. Lorsque les données sont volumineuses ou lorsque les données sont longues à produire. Quand est-ce c'est à éviter? Quand l'itérateur lui-même doit être passé en paramètres, c'est suggéré d'utiliser plus un patron itérateur complet conventionnel. Lorsqu'il y a beaucoup de propriétés ou de logique qui doivent être utilisées pour mener un algorithme à bien ou la récupération des données, encore une fois, à ce moment-là, si on veut pouvoir arrêter le traitement, pouvoir le reprendre plus tard, pouvoir ajouter des conditions, des choses comme ça, peut-être qu'il faut opter pour un itérateur plus complet. On a besoin de savoir si d'autres données existent avant de les obtenir, de les calculer. Donc, encore une fois, avec un itérateur complet, on a la possibilité d'avoir des méthodes auxiliaires qui vont pouvoir nous permettre de voir s'il reste des données ou plusieurs données avant de consommer la prochaine. Donc, on est plus à même d'anticiper ce niveau-là. Donc, voilà.